Salut à tous, petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e épisode de la saison 8 de Vue du banc. On revient aujourd'hui sur, comme souvent, 3 rencontres qui se sont déroulées dans la journée. On commencera par la victoire des Pays-Bas 2-0 contre l'Autriche. On ira ensuite du côté du Danemark qui a perdu 2-1 contre la Belgique. Et on finira par le match entre l'Ukraine et la Macédoine du Nord, 2-1 également, cette fois pour les Ukrainiens. Dans cette optique, et pour m'accompagner au long de cette nuit, sont présents 2 personnes de grande qualité. D'abord Florent Unity, salut Flo. Salut Raphaël. Même s'il m'a copieusement taclé avant de démarrer cet enregistrement, je finis vraiment avec des jambes cassées. Et de l'autre côté, Christophe Kuchli avec son polo du Borussia Dortmund. Salut Christophe. Salut Raphaël, l'homme aux jambes cassées. Très beau polo. D'ailleurs Christophe qui m'a répondu quand je lui ai demandé mais d'où vient-il ? D'un achat internet. Merci pour cette réponse Christophe, je devrais pas poser des questions idiotes, ça m'apprendra. Messieurs, on va commencer par le dernier match de la journée, victoire 2-0 des Pays-Bas contre l'Autriche. Florence, c'est un match qui, en l'imaginant par rapport aux 2 premières rencontres qu'on avait vues, on était très excités à l'idée de voir cette rencontre. Est-ce que le match a été au rendez-vous, à la hauteur des attentes qu'on s'était créées un peu nous-mêmes en voyant les 2 équipes lors de leur première rencontre ? Disons que en termes de rythme, oui. Le problème tenait plutôt de l'exécution technique des Autrichiens, c'est-à-dire que face à eux, pour faire un tour rapide sur le match avant de rentrer dans les détails, face à eux, les Pays-Bas étaient capables de rivaliser en fait sur le plan physique, sur le plan du volume de course, etc. En revanche, techniquement, ils avaient Frenkie de Jong, ils avaient Wijnaldum, ils avaient Depay. Ils avaient beaucoup plus de joueurs capables de tenir cette haute intensité avec une certaine maîtrise technique. Chose où les Autrichiens ont été très frustrants. C'est-à-dire on a revu les tentatives de circuit qui s'étaient plutôt bien passées face à la Macédoine. Sauf que là, il y avait beaucoup moins de temps. Donc, il y avait beaucoup de contrôle approximatif. Beaucoup de touches de balle après, quand il y avait un appui remis sur un milieu de terrain, un Schlager m'a rendu fou moi à faire 4-5 touches de balle là où une seule pouvait suffire pour ouvrir notamment sur les côtés. Donc voilà, il y a eu sur le plan du rythme, je pense qu'on a été servi, mais c'est vrai que les Autrichiens ont pris un petit mur, je pense, en termes un petit plafond en termes de qualité technique par rapport aux Néerlandais qui se sont amusés, comme Frenkie de Jong notamment, qui a été encore au-dessus de tout le monde. Les compositions des 2 équipes, d'abord les Pays-Bas avec Stekelenburg dans les buts, et oui, encore lui. À 3 derrière, Daley Blind, le retour de Mathis de Ligt dans l'axe, Stéphane de Vrij, je ne sais plus. On va dire de Vrij, c'est plus simple à dire, axe droit. À gauche, Van Holt, à droite, Dumfries, au milieu de terrain, De Jong et Marten de Roon, derrière Wijnaldum, et devant Depay et Wout Weghorst. Du côté autrichien, vas-y Christophe, je sais pas si tu as la compo devant les yeux, mais vu qu'il y a des noms à consonance germanique, je vais te laisser briller, toi l'Alsacien. Alors, oui. Est-ce que tu peux la faire sinon, Christophe, tu fais un premier et je te fais la prononciation de Philippe Génin pour chaque nom. Ça va être difficile. Rien que le Bachmann prononcer Beckman, par exemple, j'avais beaucoup de mal. Les nerfs. C'est pour les Schlager. C'est vrai que quand on dit les mers, par exemple, tu dis les mers, comment ça les mers ? Après, il a l'habitude de la Serie A, Philippe Génin, donc forcément, il est un peu comme moi, il est un peu perdu dès qu'on va un peu plus au nord. Absolument. Alors, défense à 3, Dragovic à la Hinteregger, piston droit Liner, puisque Raphaël, pour information, lit les compos de droite à gauche. Piston gauche Ulmer, à 3 au milieu, alors Schlager en milieu reculé, Laimer et Sabitzer
à 2 un petit peu plus haut, et devant Baumgartner et Gregoritsch, ce qui sont des noms finalement assez faciles à prononcer, plus facile que les néerlandais, c'est juste qu'on les dit un peu moins souvent. J'avais un doute sur le Bachmann ou Bachmann, je savais pas, donc je préférais ne pas le dire, et ton Bachmann a validé cette belle prononciation. Christophe, justement, toi qui as donné la composition de l'Autriche nous avait beaucoup plu lors de son premier match où on l'avait comparé au Leipzig, je l'ai bien fait là, de Nagelsmann. Je suis content, j'ai bien progressé, notamment avec cette défense à 3 qui était capable de faire avancer le jeu avec des passes verticales et des prises de risque. Est-ce qu'on a revu la même idée de jeu de la part des Autrichiens, ou est-ce que les Pays-Bas finalement étaient, le fait comme l'a dit Flo, étaient plus forts et du coup les principes de jeu autrichiens se sont heurtés un peu à l'écart individuel et collectif? Alors les deux sont pas forcément antinomiques, je pense qu'on a revu les mêmes idées, mais on n'a pas du tout eu l'exécution qui était au rendez-vous, donc c'est toujours embêtant. Alors il y a des limites sur plein de secteurs, hein, c'est-à-dire que ce qui m'a le plus embêté, c'est au milieu, mais je veux dire même l'attaque, c'est-à-dire que parfois la construction était pas mauvaise, sauf que les deux attaquants faisaient le même appel ou décrochaient sans raison. Enfin voilà, c'était honnêtement le binôme offensif, je l'ai pas trouvé bon du tout et surtout pas complémentaire. Donc ça, c'était un petit peu gênant. Sinon, il y avait globalement la même idée. Hein. Le début de match est vraiment très intense, ça part des deux côtés, jusqu'au penalty en fait, qui est une spéciale Raphaël Cosmidis, avec Alaba qui pousse trop loin son ballon et qui laisse traîner le pied en essayant de le récupérer, au lieu de laisser l'action se dérouler. D'ailleurs, c'est rigolo parce que en gros, c'est une récupération de balle qui suit une perte de balle de Stéphane De Vrij, donc qui était dans la surface adverse sur une montée. Donc des trucs qui confirmaient que vraiment il y avait du dépassement de fonction de la part des centraux néerlandais, mais c'était aussi un peu le cas. Hinteregger notamment s'est retrouvé plusieurs fois aux abords de la surface adverse. Mais concrètement, il y avait vraiment cette volonté de... Alors si tu pouvais lancer les pistons, c'était bien, sinon tu trouvais des relais intérieurs pour ensuite faire vivre le jeu. Le problème, c'est que Alors Sabitzer, ça va, j'ai trouvé, je sais pas ce qu'on pensera, Florent, il dira après. Mais lui, je l'ai trouvé globalement au niveau, et on le sait, hein, c'est le plus technique des trois. Par contre, Leimer, Schlager, pour moi, c'était un petit peu redondant sur le côté. On met quand même de l'impact physique. On va assez vite, on peut courir pas mal de distance, notamment Leimer. Mais clairement, j'aurais bien aimé voir Grealish. On le sait sur son profil et on l'a vu sur son entrée. Lui est vraiment capable d'être ce meneur reculé. Là, t'avais vraiment Sabitzer qui était un peu le seul des trois à pouvoir faire des différences et en gros être un peu le meneur. Et les deux autres, c'était beaucoup plus compliqué. Donc en plus, ça te permettait de cibler les deux autres au pressing pour rendre les ballons, ou alors de les laisser un peu tout seuls si tu préférais cibler Sabitzer pour prendre Sabitzer à deux. Mais toujours est-il que ton milieu à 3, quand on a 2 sur 3 qui font des transversales en touche ou qui sont obligés de se contenter de passes neutres ou de remettre vers l'arrière parce qu'ils sont pas forcément capables de faire ces passes vers l'avant où il y a un adversaire un peu dans la zone et donc un risque d'interception, c'est beaucoup plus compliqué d'animer. C'est-à-dire qu'ensuite il faut sauter le milieu et t'arrives sur des transversales d'Alaba, des choses comme ça, et même lui avec le ballon était pas forcément dans un grand jour. Donc du coup t'avais un peu ce risque-là d'être coupé, et autant sur les 10 premières minutes c'était très intense, pressing contre pressing, donc t'avais pas forcément cette phase de construction. Passer le 1-0, il fallait réussir à construire, et là c'était beaucoup plus dur. Même question un peu pour les Pays-Bas, Flo, qui est une équipe qui nous avait en partie emballé lors de son match contre l'Ukraine, même si on avait ciblé certaines faiblesses à la perte de balles. Est-ce qu'on a vu les mêmes forces ou les mêmes faiblesses? Je vois que les Pays-Bas n'ont concédé que 9 tirs. Je vais vérifier ce que ça donnait en termes d'expected goals pour savoir s'ils ont concédé des grosses occasions, mais est-ce qu'on a vu les mêmes solutions et les mêmes problématiques pour les Néerlandais? Non, ils ont beaucoup moins souffert défensivement que face à l'Ukraine. Face à l'Ukraine, ils avaient notamment eu du mal à gérer. On en avait parlé. D'ailleurs, il a encore brillé aujourd'hui, Yaremchuk, l'avant-centre de McHook, exactement. Ou Mchuk, si tu préfères plutôt. Mais c'est vrai que là, défensivement, c'était quand même beaucoup plus solide pour plusieurs raisons. Déjà, comme Christophe le disait, et non pas Serge. Pardon. Moi j'ai bien aimé, c'était très rigolo. Ouais, c'était pas mal. Et en fait, oui, du coup je me suis perdu. Mais il y a un point important, je pense, c'est quand même le retour de De Ligt dans la défense néerlandaise, parce que sur plusieurs actions qui étaient, on va dire, à une passe de devenir dangereuse, et c'est souvent lui qui est venu et qui a coupé ce genre de situation et qui a mis fin, notamment en première mi-temps. Il y a un tir de, je ne sais plus quel est l'Autrichien qui frappe,
où il est sur la trajectoire, il prend le ballon dans le visage et il est très content. Un peu plus tard, il y a un appel en profondeur, je crois que c'est Baumgartner qui fait l'appel. Et c'est Delirte qui fait l'effort de couvrir et d'être présent sur la récupération dans la surface de réparation, là aussi en dernier recours. Et il y en a une autre en deuxième mi-temps, je crois, où il y a un décalage côté droit. Et c'est lui qui vient couper la trajectoire dans sa surface de réparation pour repousser le centre. Alors évidemment, c'est un taf de défenseur central, mais de bon défenseur central, voire de très bon défenseur central. Mais je pense que c'est aussi une des clés pour expliquer le bon match défensif des Pays-Bas, ce retour. Parce que là, ils ont un gars qui est capable, sans doute, en tant que pur axial, de gérer les situations d'urgence. Et d'avoir une certaine fiabilité qu'il n'avait peut-être pas forcément lors du premier match. Flo, je vais rester avec toi pendant que Christophe essaie de réinstaller son magnifique aménagement chez lui. Tu as parlé de Frenkie de Jong dans ton introduction. On avait hésité entre Wijnaldum et lui sur un peu les meilleurs hommes du premier match. Est-ce qu'il a pris le dessus là sur cette rencontre? Je vois qu'en termes de stats brutes, il est plutôt bien placé. L'ami Frenkie de Jong, en termes de passes réussies comme d'habitude évidemment, sur le nombre de ballons touchés, il finit premier des Pays-Bas, il crée une occasion, en termes de dribble, je pense qu'il s'en sort pas trop mal, oui c'est ça, 5 dribbles réussis, souvent des dribbles pour se sortir de la pression, c'est lui qui a survolé la rencontre. Oui, clairement, c'est lui qui a survolé la rencontre, parce qu'en plus, face à lui, il avait quand même des gars réputés pour être en capacité de sortir, d'aller presser, etc. Et là-dessus, tant par sa disponibilité que par son habileté technique pour se sortir de la pression, il a été excellent. Mais il a aussi été excellent de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire sur le plan défensif. Je n'ai pas exactement le nombre de ballons récupérés parce que SofaScore ne les propose pas. Ouais. Mais là aussi, sur ces séquences-là, ces duels défensifs, il a participé au bon équilibre des Pays-Bas et au fait que sur les transitions avec des Autrichiens qui n'hésitaient pas à se projeter en nombre, il faisait souvent partie des gars qui étaient présents aussi en couverture, capables de faire les allers-retours d'un camp à l'autre et d'être présents. Donc très 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 gros match de sa part et un volume et une solidité dans tous les compartiments du jeu qui ont fait ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une brute au milieu de terrain. C'est le meilleur en termes de tacle réussi et d'interception lors de ce match. Interception, il a égalité avec Martin de Roon, mais c'est pas très surprenant pour le coup, vu la rencontre. Il a un truc, Christophe, dans ses récupérations de balles, je trouve, de Frenkie de Jong, c'est qu'il récupère proprement. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui récupèrent, en gros, ils font un gros tacle et le ballon part un peu à 5-6 mètres, ou alors ils interviennent fort à l'épaule et après il faut encore gagner le ballon. Et Frenkie de Jong, quand il récupère le ballon, quand il l'intercepte, il est tout de suite face au jeu. Et ça, c'est un truc quand même très très fort. Je trouve je sais pas comment le définir ou le quantifier. Tu vois, c'est comment valoriser ce genre de truc. J'ai l'impression que chaque récup permet aux Pays-Bas d'être très très vite vers l'avant. Moi, mon interprétation, elle est double. C'est que, en gros, il ne récupère pas les ballons qu'il n'est pas forcément en mesure de récupérer. Voilà, concrètement, je vais essayer de le formuler correctement. C'est-à-dire que s'il est un peu à la lutte, à l'épaule avec quelqu'un, mais qu'en gros, peut-être qu'un super récupérateur pourrait faire un tacle un peu barrage ou serait un peu sur l'idée de faire une faute ou autre, lui va plus orienter l'adversaire dans une zone dense où il y a des partenaires, et donc c'est-à-dire qu'il va pas forcément faire la récupération, mais il va en gros faciliter le boulot de son équipe, faire un peu l'équivalent du recul-frein, mais en gros envoyer quelqu'un vers la ligne de touche ou autre. Et sauf que quand il est en mesure de récupérer le ballon, il est déjà dans le temps d'après en fait. T'as vraiment l'impression que sa lecture du jeu fait qu'en fait il a déjà anticipé et déjà pris l'information, déjà vu, que concrètement, il ne récupère pas à chaque fois, mais que s'il a récupéré, il sait déjà quel est l'espace à attaquer, quelle est la passe à faire. Et tu le vois de manière générale, c'est rare, même à l'échelle de l'histoire du foot, ça veut pas dire que c'est le seul, mais je veux dire, même dans les joueurs actuels, je sais pas s'il y en a, plus de 5, qui, à ce point-là, vont réussir à chaque fois à attaquer l'espace dès qu'il se présente balle au pied. Là, il y a une ou deux séquences où tu vois qu'il élimine sur la prise de balle, ou alors, en gros, il a la balle, il hésite un petit peu, ça monte sur lui, et là, il la pousse, il accélère, donc vraiment sur l'explosivité, le surdémarrage, il surprend, et ensuite, il va tout le temps attaquer l'espace avec une conduite de balle vraiment très bonne, et ensuite, le bon geste en bout de course, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que, de toute façon, on le sait, que De Jong est un super joueur, il n'y a pas de doute là-dessus, on va pas apprendre grand-chose et il fait vraiment une top saison. Mais là, il arrive à un niveau
ou concrètement si t'as lui pour casser les lignes balle au pied, récupérer des ballons, etc., vraiment s'engager sur tous les plans, et Wijnaldum qui fait le boulot derrière. J'ai envie de te dire que De Roon est un très bon joueur qui assure son boulot de la position, compenser un peu pour les espaces. Vraiment, lui s'adapte à son binôme ou au troisième selon la position des milieux, mais concrètement, lui sera toujours là pour un peu voir quels sont les espaces à couper, comme le fait Freuler. C'est vraiment les deux qui font ça à l'Atalanta et dont c'est le boulot également en sélection. Mais j'ai envie de te dire que rien qu'avec Wijnaldum et de Jong, tu peux, alors pas rouler, mais tu peux dominer pas mal de milieux de terrain sur cette compétition. Alors si en plus tu rajoutes De Ligt pour vraiment éteindre les trucs sur des gestes défensifs, j'ai envie de te dire que t'as même pas besoin d'être très très bon sur les autres postes pour dominer. Et pour moi, vraiment, je suis pas sûr que l'Autriche fasse un match bien plus mauvais que sur le premier. C'est simplement que je pense qu'ils sont arrivés à un seuil de compétence et qu'au lieu d'avoir 2 secondes pour agir, t'avais une demi-seconde, et que forcément, là, on se rend compte qu'il y a une certaine limite technique qui émerge notamment chez Schlager, mais aussi chez Leimer, qui est quelqu'un qui répète plus les circuits qu'il ne crée quand il joue en club à Leipzig. C'était le match d'un autre homme aussi, et c'est pour l'instant la compétition d'un autre homme, Flo, c'est Denzel Dumfries, le latéral droit des Pays-Bas, piston droit même, plus que latéral. Est-ce que c'est... Alors le joueur était déjà un petit peu connu, hein, il a quand même 25 ans, c'est pas sa première saison au très haut niveau, mais est-ce que c'est un homme en très grande forme ou un système qui le valorise beaucoup ? Peut-être les deux, parce que c'est vrai que quand tu vois le système offensif des Pays-Bas, ils ont un choix quand même très clair, c'est de lui demander en tant que piston de jouer très très haut et d'être quasiment toujours dans le dos du latéral gauche adverse. Voilà, pour le coup. Là, du coup, il se retrouvait plutôt dans la zone de Ulmer, avec en plus une supériorité physique et une densité bien supérieure qui lui permet de prendre le dessus en cas de duel aérien, par exemple, dans la surface de réparation. Mais c'est vrai qu'il y a ce parti pris, je pense, des Pays-Bas de lui demander de jouer très haut, quitte à ce qu'il y ait un risque derrière d'encaisser une transition. Et c'est là que le joueur comme De Roon, qui lui ne se projette pas et qui justement est en couverture un petit peu de cette zone en phase défensive, est très important. Mais c'est un parti pris de le faire jouer très haut, de lui permettre de se lâcher offensivement. Et jusque-là, ça paye, vu qu'il peut sortir très haut, il peut presser. Et en plus, il a un côté Alphonso Davies qui fait que là, sur ce match-là, par exemple, tu as pu le voir rattraper Ulmer en trottinant quand Ulmer était complètement à fond pour remonter les ballons. En revanche, attention, si tu es un adversaire des Pays-Bas, tu as sans doute une zone à exploiter en positionnant peut-être un joueur dans cette zone ou en attaquant très vite cette zone quand tu veux ressortir le ballon face à eux. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Après, comme je le dis, ils ont un De Roon en couverture, ils ont leur ligne de 3 derrière qui reste en protection, sauf quand De Vrij décide de déborder, de finir ailier droit lui aussi. Mais oui, sinon c'est un début d'Euro très intéressant pour lui, dans un système qui est taillé et qui prend en compte le fait qu'il peut finir en position d'ailier et qu'il est une menace au deuxième poteau quand tu es côté gauche, et notamment côté Depay, parce que tu penches forcément à gauche à la création avec Depay, donc lui et De Jong qui est plus côté gauche aussi d'ailleurs. Et De Jong qui est plus côté droit, côté gauche, ouais. T'as le truc classique où t'as De Jong et Depay, tu crées à gauche, et t'as Wijnaldum et Dumfries qui vont dans la surface avec Wout. Mais c'est vrai que ce parti pris très offensif, il peut payer, mais je pense aussi que dès que le niveau va s'élever, les adversaires vont noter ça et vont essayer d'attaquer l'espace dans son dos. Par contre, il y a un truc assez intéressant, je trouve, Flo, et tu l'avais noté sur le direct, c'est qu'il a un gabarit qui est quand même assez impressionnant. Là, je vois que c'est 1m88, 80 kg. Et il y a quand même le truc traditionnel où ce sont les latéraux qui ont la taille la plus modeste, qui sont les plus légers sur un terrain. Il y a quand même un scénario où tu peux faire une version un peu modernisée de quand Raúl Garcia était trouvé sur Jordi Alba, des choses comme ça. C'est un vrai truc où en possession, si tu galères un peu, tu fais des transversales pour lui sur le latéral adverse et c'est pas mal. Et d'ailleurs, les Pays-Bas l'ont utilisé au-delà de la finition. Les Pays-Bas l'ont aussi utilisé pour ressortir les ballons en début de match. Parce qu'ils ont très souvent fait la relation, je crois que ça partait du gardien de Stekelenburg, directement sur la tête de Dumfries, pour essayer ensuite d'attaquer dans le dos, dans l'espace. Ils l'ont répété plusieurs fois en début de match.
Donc voilà, c'est aussi une arme, comme tu disais, avec Raúl Garcia, Jordi Alba, c'est ce qui m'y a fait penser, qui peuvent aussi utiliser pour ressortir les ballons face à un adversaire qui, comme l'Autriche, a essayé de sortir pour les presser. Donc c'est une utilisation optimale d'un joueur au profil particulier. Et c'est vrai qu'après, c'est latéraux d'1m80 qui peuvent finir deuxième. La Russie aussi, on peut penser à Mario Fernandez, où c'est un petit peu le même délire. T'as Meunier qui le faisait à une époque, et je pense aussi à un compatriote de Dumfries, il me semble, c'est Attebourg, à l'Atalanta, qui est quand même assez costaud lui aussi. Il est plus petit, non, quand même. Après, là, on est sur 1,88. Hein. Là, c'est vraiment... Attebourg, c'est 1,87, hein, les gars. Ah ouais, je pense bon, mais d'accord. un peu moins massif. Donc, et il y avait... Vous vous rappelez de Daryl Janmaat? Alors oui, je me souviens de lui à Newcastle, mais je savais plus du tout c'était pas la même taille. Son gabarit. Pour moi, il est pas tout petit, Daryl Janmaat. En tout cas, 4 duels aériens gagnés pour Dumfries. Le deuxième néerlandais est à 1. Donc, ouais, non, ça a été vraiment utilisé sur ce match. Et t'as aussi le dernier volet le concernant. Oui, non, tu peux aussi parler de Marcos Alonso, par exemple, c'est vrai. Du côté de Chelsea, qui est un petit peu dans la même lignée. Et peut-être Benjamin Pavard, un jour, qui sait, qui est quand même assez grand, qui pourrait servir aussi au deuxième poteau parfois. 1,85 Daryl Janmaat quand même. Et qui occupait ce poste de piston, il me semble, à la Coupe du Monde 2014. Il me semble que c'était lui, le piston droit. Oui, à un moment donné, il était titulaire. J'ai totalement oublié comment ça jouait dans ma tête. Il y avait Kuyt piston aussi. Il y avait Robben en pointe, mais sinon 90% de l'articulation néerlandaise, j'ai oublié comment c'était. Je sais que Martin Cindy et comment il s'appelle, et Ron Vlaar ont joué la demi-finale. Ouais. Il me semble que c'était déjà De Vrij qui jouait. Il me semble que c'était Wijnaldum au milieu de terrain avec peut-être De Jong, peut-être Nigel De Jong était encore là. Et je crois que c'était Sneijder en 10 encore en 2014 ou quelque chose comme ça, qui était derrière Robben, et pour moi il y avait un autre attaquant mais que j'ai oublié complètement. En parlant d'attaquant justement, ça me fait une transition toute faite par rapport à, tu l'appelles Wout, Flo, Wout Weghorst, ou Wout Weghorst, je sais pas comment on est censé dire. Là c'est la deuxième fois que Malen entre en jeu et qu'il apporte des choses plutôt pas mal. D'ailleurs il fait une passe D pour Dumfries. Est-ce que Wout Weghorst démarre le prochain match? Ou le 8e plutôt, parce que le prochain match, oui c'est pour toi Flo, c'est pour ça te permet de parler des deux attaquants et d'un Weghorst qui détonne un peu du reste de l'équipe, disons. Ouais, mais j'ai pas envie d'en parler. Christophe, toi qui le regardes souvent en Bundesliga, vas-y, avec ta tenue du Borussia, vas-y. Mais je vais en parler, mais pour dire que j'ai vraiment du mal à me positionner, parce que, mine de rien, dans le chiffre que je donnais juste avant sur les duels aériens gagnés, ça veut aussi dire que Wout n'en a pas gagné 50, alors que ça peut être l'une de ses qualités, même si ça serait un peu bête de le réduire à un attaquant pivot, parce que, ok, il est grand, il marque des buts de la tête, mais c'est avant tout un bon joueur de surface, un mec qui marque ses buts. Quelle taille Wout Weghorst, Christophe? 1,91. 1,97. Ah ouais, quand même. Après, c'est vrai que j'ai oublié le bonus néerlandais, où tous les néerlandais, quand tu vas là-bas, je suis le plus petit du pays, quoi. Alors que je suis quand même plutôt un peu au-dessus de la moyenne. Mais oui, en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que sa meilleure action, en tout cas celle où il se met le plus en évidence, il peut faire une volée, et finalement il fait une passe décisive, mais qu'il n'est pas, parce que Depay tire au-dessus à 4 mètres du but. Et c'est-à-dire que d'un côté c'est bien joué, en fait cette passe-là aurait dû être décisive si Memphis se trompe pas un peu sur les appuis, même si je pense que Memphis se doute pas que l'ami Wout lui fasse une passe à ce moment-là. Mais je veux dire, sinon c'est un peu difficile de savoir vraiment est-ce que les Pays-Bas ont besoin d'un mec de ce profil-là en fait. C'est-à-dire que... Alors après, il est pas lent non plus. Il y a un moment, il fait un duel à la course avec Alaba, il le perd pas. C'est-à-dire qu'il a le ballon dans les pieds, Alaba court à côté de lui. Alaba lui reprend pas 1 centimètre. Donc tu peux estimer que s'il n'y a pas le ballon, peut-être que l'ami Wout va plus vite qu'Alaba, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Parce que bon, Alaba coûte un péno, là il rattrape pas son vis-à-vis. Et à un moment, il se fait lober sur une touche, ça peut faire but aussi. Donc voilà, parenthèse, mais si t'as pris Alaba pour remplacer Sergio Ramos, je pense que ça peut être assez rigolo pour le Real l'an prochain. Parce que déjà quand il doit défendre 45 mètres et relancer sur des longues transversales, c'est pas toujours le meilleur défenseur central du monde. Alors si t'as un bloc un peu plus bas, je pense que tu vas rigoler. Mais sinon, oui, non, Wout, j'ai l'impression que tu joues pas tellement sur ses forces. Alors il est pas forcément inutile, il fait les efforts. Mais c'est sûr que quand tu fais rentrer Malen, tu sais qu'il y a beaucoup plus de percussion, il y a beaucoup plus de vitesse. Et au moins, quand le match demande ça, eh ben, il peut te l'apporter. Maintenant, je vois pas en fait de remplaçant
où en gros tu te dis il coche toutes les cases, c'est-à-dire que tu pourrais te estimer, oui Memphis qui est une espèce de 9,5 quand même, qui est un attaquant assez polyvalent, mais tu peux mettre vraiment un pur finisseur à ses côtés, sauf que là je regarde le banc, alors Malone c'est même pas forcément un pur finisseur, voilà il va prendre les espaces, mais grande qualité de vitesse, pas forcément un joueur de surface. Luc de Jong c'est un peu le cousin de Wout Weghorst niveau style de jeu. Et après, on arrive sur... Enfin voilà, c'est quasiment tout en fait. Hein. Promesse, Berguis, voilà, c'est plus des ailiers. Donc je sais pas si tu as vraiment une formule, à partir du moment où tu es avec 2 attaquants, où tu te diras, ah oui, c'est vraiment parfait complément. Donc moi, limite, ce qui m'étonne, c'est que ce soit lui qui soit privilégié par rapport à Luc de Jong. Mais encore une fois, sur l'approche tactique, on serait globalement sur la même chose. C'est marrant comment il n'y a pas de neuf dans un pays qui en a formé, j'ai l'impression, 14 000 de niveaux internationaux dans les années 90 et 2000. Les Mackay, Van Persie, Van Nistelrooy, encore j'en oublie plein, je suis sûr. Je repense même aux équipes des années 2000, Kluivert. Enfin, je sais pas, il y en avait 150, et maintenant ils ont même pas un neuf de niveau quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est un peu dommage quand même. C'est discutable pour De Jong, mais oui, c'est quand même quelqu'un qui a mis ses buts en finale de Ligue Europa, mais effectivement, quart de finale de Ligue des Champions, ça serait le grand max pour un Weghorst qu'on verra en Ligue des Champions d'ailleurs l'an prochain. Et Malone me semble assez loin de ça. Malone qui est un peu brouillon quand même. Hein. Genre il fait des différences sur son entrée, mais c'est tellement tout le temps à fond que... Qui a des conduites de balles aléatoires, on va dire. C'est ça. C'est jamais s'il va aller au bout. Un petit mot sur l'Autriche, Flo, avant qu'on passe aux autres matchs. L'Autriche qui va affronter lors de sa dernière rencontre l'Ukraine, dans un match décisif pour la 2e place. Par rapport à ce qu'on a vu de l'Ukraine, est-ce que tu es plutôt confiant pour l'Autriche, qui permettra d'ailleurs de passer rapidement et naturellement vers l'Ukraine, Macédoine du Nord? Je vais répondre assez rapidement. Déjà, il y a 2 choses. C'est que là, on est au groupe C, et je ne serais pas surpris qu'avec les scénarios des groupes A et B, on ait des 3e à 3 points. Et que du coup, dans le groupe C, il suffirait d'un match nul entre l'Autriche et donc l'Ukraine pour que les 2 se qualifient avec 4 points. Donc bon, voilà, ça c'est le premier scénario qui peut-être se dessiner déjà. Après, sur leur match et par rapport au match de l'Ukraine, je vais pas en dire beaucoup parce qu'on va reparler de ce match. La 2e mi-temps de l'Ukraine face à la Macédoine me rend très confiant pour l'Autriche dans sa capacité à bouger ce bloc ukrainien en 4-1-4-1 qui défend pas forcément très bien, on va dire, pour mettre les formes, et qui a du mal d'ailleurs dans les fermetures 2e poteau. Ils l'ont montré plusieurs fois. Donc voilà, je reste en termes de régularité sur 90 minutes. Je pense que l'Autriche, avec son projet, ce qu'ils ont montré sur le premier match face à la Macédoine, est plus compétente que l'Ukraine pour finir 2e du groupe. Après, bon, l'Ukraine a ses 2-3 individualités qui peuvent faire basculer le match de son côté, mais je pense qu'elle aura du mal à tenir la balle si l'Autriche retrouve ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait plutôt bien face à la Macédoine. Et pour faire un dernier lien, je trouve que sur la seconde période, en tout cas, il y a eu vraiment des séquences où l'Autriche était quand même assez difficile à passer sur le bloc du milieu. Alors bon, le score était quand même en faveur des Pays-Bas, donc il n'y avait pas forcément besoin de faire des différences incroyables. Mais j'ai trouvé quand même qu'à un moment, les Schlager, les Leimer, ok, ça faisait pas, il n'y avait pas une grande créativité balle au pied, tu perdais assez facilement les ballons, mais c'était quand même assez difficile de les passer. Du coup, ça récupérait le ballon aux alentours du rond central, et j'ai trouvé que l'Ukraine avait de vraies faiblesses sur cette zone-là. Et donc, je pense sincèrement que si tu fais un 2 contre 2, 3 contre 2, enfin voilà. Je pense sincèrement que l'Ukraine peut passer des temps faibles de 15-20 minutes dans son camp parce qu'il y aura de grosses difficultés, sauf à allonger, à passer le milieu de terrain au sol. D'ailleurs, je disais qu'on allait passer à Ukraine-Macédoine du Nord, mais ce n'est pas logique puisque c'était le match de 15h. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur Danemark-Belgique d'ailleurs, d'abord? Le match sur lequel d'ailleurs, je vais arrêter de dire d'ailleurs, ce match sur lequel vous avez sans doute plus à dire. Ouais, allez, passons sur ce match-là. Oui. Allez, Danemark-Belgique. Victoire 2-1 de la Belgique. Et si je réutilise d'ailleurs un moment dans l'émission, vous avez le droit de m'insulter. Ce sera gardé au montage. Victoire 2-1 donc, avec des buts de Thorgan Hazard et Kevin De Bruyne. Le Danois Youssouf Poulsen avait ouvert le score. Je dis Poulsen parce que c'est marqué sur au score, même si c'est pas le nom qu'il porte sur son maillot. Avait ouvert le score dès la 2e minute. Je vais donner les compositions et après je lancerai l'ami Christophe sur cette rencontre. Du côté des Danois, Schmeichel dans les buts, une défense à 3, Vestergaard, Kjær, Christensen. Latéral gauche, Joachim Melle. Latéral droit, Daniel Vass. Au milieu de terrain, Højbjerg et Delaney.
Et entre les lignes, derrière Youssouf Poulsen, Damsgaard et Braithwaite. Du côté belge, Courtois toujours dans les buts, une défense à 3, Vertonghen, Denayer, Alderweireld. Je l'ai dit de gauche à droite pour vous embêter. Là, je vais donner d'abord le latéral droit, Thomas Meunier, à gauche Torgan Hazard, au milieu Tielemans et Den Donker, Mertens et Carrasco entre les lignes, et Lukaku en pointe. Christophe, les deux équipes, en théorie, étaient exactement dans le même système. Oui, mais en pratique aussi, donc ça tombe bien. Avec du coup cette spécificité qu'on a souvent évoqué, j'ai l'impression, pour les matchs de l'OL de Bruno Genesio, qui avait tendance à faire un peu miroir sur les systèmes de ses adversaires en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça se joue souvent sur ta capacité à gagner les 1 contre 1. C'est toujours pareil, c'est comme si tu fais une bagarre à 5 contre 5, une fois que tu as éliminé quelqu'un, ça devient 5 contre 4 et tu ne peux plus gagner la bagarre. Je dis ça parce que j'ai déjà vu des vidéos de bagarres de Polonais qui se font ça à 5 ou 6. Et en gros, c'est toujours le premier battu qui fait perdre son équipe parce qu'ensuite, tu ne peux pas renverser la supériorité numérique puisque une personne vient à 2 contre 1 et puis bon, voilà. Après, tout bascule. Là, c'était un petit peu différent sur le côté. Enfin, par exemple, t'avais pas, j'ai n'importe quoi, Damsgaard qui humilie Alderweireld, Den Donker, voilà, dans ces zones-là. C'était vraiment un truc collectif où en fait les Danois faisaient tout plus rapidement, couraient un peu plus vite, mettaient un petit peu plus d'impact. Tous les ballons 50-50, ils étaient là les premiers. Et donc en fait, alors évidemment le score c'est victoire de la Belgique parce que les remplaçants sont d'une qualité supérieure. Mais en fait je dis pas ça avec plaisir parce que c'est la seule équipe qui m'a rendu triste un jour pour du foot. Mais la République tchèque 2004 que tout le monde idolâtre et fantasme avec des qualités incroyables, pour moi surtout toi. Bah du coup non, puisque la République tchèque 2004 pour moi ne jouait pas aussi bien que le Danemark qui a 0 points sur 7 euros. Ouais, mais tu dis ça parce que tu les as revus récemment aussi, Christophe. Oui, non, mais du coup, je peux le dire d'autant plus facilement que j'en parlais. Oui, non, mais parce que je suis plus sur les souvenirs. Parce que au même moment et au même niveau de connaissance que les gens, avant qu'on se retape tous les euros, on pensait aussi que la République tchèque 2004 c'était flamboyant et que la Grèce était horrible, tu vois. C'est pour ça maintenant que j'ai cette connaissance, du coup, je peux un peu. C'est-à-dire, en gros, si c'est moi qui dis que la République tchèque 2004 c'était pas la folie furieuse, je veux dire, c'est que tout le monde peut me croire parce que je le dis pas de gaieté de cœur. Mais voilà, c'était une équipe qui mettait la plupart de ses occasions, qui laissait d'énormes trous. Voilà. Là, tu vois ce Danemark-là, honnêtement, sur la première période. Alors évidemment, il y a du déchet, voilà, mais on est au niveau individuel, sur le dernier geste, sur des choix aussi. Bon, tu peux être un peu fatigué par le fait de répéter tous les efforts. Maintenant, sur les principes, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à acheter, quoi. Dès qu'il y avait un espace à la relance, Christensen allait casser les lignes, ça sortait en individuel et ça gagnait les duels. Même Lukaku avait beaucoup de mal à être touché. T'avais des appels croisés pour passer dans le dos de Hazard, par exemple, piston gauche, derrière Vertonghen. T'as du pressing, et ce qui t'amène le premier but, parce que Denayer fait une relance qu'on qualifiera de ratée, pour être poli. Enfin, honnêtement, moi, je voyais le Danemark là, je me dis c'est dommage que ces joueurs-là soient vaillants, mais on va dire limités au très très haut niveau, parce que tu leur mets des joueurs un peu meilleurs. Il peut y avoir 4-0 à la mi-temps, et je pense que tout le monde se mémorise ce match pendant des années en se disant c'est une symphonie de football, quoi. C'est anecdotique pour lui maintenant, mais c'est vrai que tu te dis que ce jeu-là avec Eriksen, qui en plus avait bien démarré l'Euro, et qui était bien sur le match de prépa, tu te dis ça aurait fait du bien au Danemark. Alors après, c'est le cadet des problèmes maintenant, ils s'en fichent, mais il y a beaucoup plus important. Mais c'était là quand même leur créatif, quoi. Qu'ils soient plus là, quand je vois Damsgaard et Braithwaite jouer entre les lignes, c'est sûr que c'est un autre style de joueur. Même si Damsgaard a été excellent. C'est le match du siècle pour lui, mais c'est vrai que tu peux le mettre à la place de Delaney par exemple. Alors tu prendrais peut-être un peu de risque sur la récup, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ton joueur étoile, quoi. Mais alors parlez-moi de ce Damsgaard, si vous me dites qu'il a fait le match de sa vie, c'est lui qui a pris la place d'Eriksen entre les lignes. Je vois qu'il est plutôt jeune, qu'il est à la Sampdoria, qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui cette saison parce qu'il a fait 2 buts, 4 passes D, en gros 18 titularisations et 17 entrées en jeu, donc un joueur qui est dans la rotation de la Samp, qui était une équipe on va dire très moyenne de Serie A cette saison. Flo, justement, match énorme, dans quel domaine? Bah tout, s'il fallait résumer, bon, il y avait un peu d'imprécision dans les dernières passes, il y a eu une tentative de simulation, mais j'ai envie de m'enflammer et de dire, il a fait un match d'Iniesta danois, un petit peu, dans sa capacité
à prendre la balle même dans des petits périmètres, à éliminer beaucoup d'adversaires. Je crois qu'il finit à 7 dribbles tentés, 5 réussis. Il me semble que j'ai aperçu ça il y a Je vais regarder ça, Flo. Il y a quelques secondes. 2 passes clés, pas mal de duels gagnés, puisqu'il gagne 9 duels sur 11 disputés. Bon, évidemment quelques ballons perdus parce qu'il était en position très avancée sur le terrain. Mais globalement, il fait un match vraiment de joueurs, les petits joueurs espagnols qu'on adore en fait. Il était vraiment dans ce registre-là aujourd'hui. Et du coup, moi, c'était une vraie découverte. Je connaissais pas. Alors évidemment, quand j'en ai parlé sur notre conversation, Julien Momo est arrivé. Il a dit ah bah oui, bah bien sûr, il est très bon, Damsgaard. Mais Julien Momo, je pense que tu peux lui inventer des noms de joueurs. Il va dire ouais, c'est un mec qui a un très bon pied gauche. Il déplace bien entre les lignes et tout. Il est trop fort. Non, mais là pour le coup, il le connaissait. Alors je ne sais pas comment il avait pu connaître la Sampdoria ou s'il l'avait vu avec Nordjylland où il était auparavant. Tu parles d'un homme omniscient. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, excellent match de sa part. Et en plus, c'est vrai que avec sa capacité d'élimination dans des petits espaces, et il a rendu fou Dendoncker et Tielemans. Il avait en plus une certaine agressivité au pressing qui lui a permis de gratter des ballons en arrivant justement dans le dos des milieux belges pour récupérer les ballons. Il s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps, mais sa première mi-temps est de très très haut niveau, avec en plus ce petit profil un peu différent, enfin même très différent de Braithwaite, de Poulsen, mais aussi de Delaney et de Højbjerg au milieu, qui du coup apportait une touche créative différente aux Danois et bienvenue sans doute. C'est le genre de mec que le grand public connaissait pas, que certains clubs devaient surveiller un petit peu et qu'il a pris 5 millions sur son prix sur ce match et du coup... ou 10, ouais. Ou 10. Et du coup, il passe directement à un niveau supérieur en termes de clubs ciblés. Donc c'est vrai que c'est encore ça quand même, les compétitions internationales. Ça joue encore dans la perception des joueurs, notamment des joueurs comme ça qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu et dans des équipes qu'on ne regarde pas vraiment. Et alors que pour être allé voir, bon évidemment c'est Transfermarkt, donc c'est pas parfait, mais ça m'a surpris, il était déjà évalué à 13 millions sur Transfermarkt, donc ça va monter pas mal encore. Et on suivra le prochain match de Mikkel Damsgaard. Kri, tu parlais des principes de jeu danois en disant qu'il y avait pas grand chose à jeter. Est-ce que ça a été facilité par ce qu'a proposé la Belgique de Roberto Martinez? Est-ce que la performance danoise est à relativiser ou vraiment juste les Belges ont été dépassés collectivement par une équipe qui on l'avait déjà dit dans l'épisode où on avait parlé de la dernière fois, finalement ressemble pas mal à sa génération espoir qui là aussi joue plutôt bien au ballon? En fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a des principes qui ne dépendent pas de l'adversaire. Typiquement, les conductions, le fait de porter la balle dans le camp adverse de Christensen, qu'il a régulièrement fait, et du coup il se retrouvait limite à 40 mètres du but adverse, parce que il faisait genre fin de passe vers Vass, son latéral, et puis il revenait intérieur, il l'a porté, personne n'allait le chercher. Ça, alors évidemment, hein, potentiellement tu peux te mettre un peu sur sa route, mais je veux dire, ça dépend pas directement de l'adversaire. Et assez souvent, si tu la tentes, tu peux la réussir dans des matchs internationaux où le pressing est quand même bien moindre. Surtout que là, il faisait assez chaud, visiblement. J'y étais pas, mais je suppute de ce que j'ai cru comprendre sur les commentaires. Et voilà, début de compétition en plus, faut ménager les corps. On est en fin de saison ou début de saison suivante, mais voilà, en tout cas, on n'est pas sur une période où tout le monde est à bloc. Donc ça, j'ai envie de dire que tu le fais à chaque fois et c'est juste un principe bien maîtrisé. Vestergaard le faisait un peu moins, mais bon, c'était ces idées-là, on va dire que ça dépend pas forcément de l'adversaire. Même chose sur la volonté d'aller toujours de l'avant, genre Meile, le piston gauche qui peut aussi être piston droit, mais qui là est à gauche puisque Vass ne peut jouer qu'à droite. Le fait qu'il aille tout le temps percuter, par exemple, sachant que c'était déjà lui qui était, je crois, le deuxième en termes de course progressive sur la première journée derrière Pedri, je crois qu'il était à 18 et Est-ce Pedri que tu à peux 21. préciser ce que sont les courses progressives pour les gens qui, comme contrairement à nous, ne passent pas leur vie sur Football Référence? Et je sais même plus quelle est la métrique de base, mais en gros c'est quand tu fais progresser le ballon de plus de 10 ou 15 mètres, en plus pas dans ton camp, sur des zones intermédiaires. Donc, ouais, c'est ça, ça dépend. Vas-y. Ça dépend la zone, c'est-à-dire ça compte pour une course progressive. Je crois que c'est genre dans ton tir défensif, si tu fais 30 mètres avec le ballon, ça compte pour une. Si tu fais 10 mètres dans le dernier tir adverse, ça compte pour une. Enfin, je crois qu'il y a, ça, aussi en fonction de la zone du terrain, il faut qu'elle soit plus ou moins longue pour que ça compte. En conduite de balle, précise. Oui, c'est ça. En conduite de balle. Parce que le côté court, c'est un peu. Pas forcément très intuitif en français. Oui, c'est ça. Mais ça se retrouve dans les mètres gagnés balle au pied,
où je crois qu'il était 4e ou 5e, je l'avais mis dans le banquet Coparena, c'est pour ça que j'ai en tête les chiffres. Au début, je l'avais mis premier, et j'ai vu que Pedri, juste avant que j'envoie l'article, était passé au-dessus, parce que Pedri avait fait beaucoup de portées de balle. De Jong aussi était très haut, enfin voilà, ce sont ces profils-là. Et là, les stats sont pas encore à jour, hein, mais je pense qu'il en a également fait beaucoup. Mais tout ça pour dire que voilà, ça... Apparemment, Soyuncu est assez mal placé. Pourtant, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo de la part d'un auditeur de Montréal que je salue, où Soyuncu va très très vite. Il y a des vidéos de course de lui où, alors les vitesses, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que les mesures sont parfois un peu au doigt mouillé. Mais bon, ça a un peu relativisé ce qu'on disait sur le fait qu'il puisse tenir Bale à la course. Mais bon, bref. Mais ça pour dire que voilà, Meile, des choses comme ça, tu te dis, bon, c'est uniquement le fait d'avoir des principes, de vouloir attaquer l'espace, et de manière générale, le Danemark était possédé pour Eriksen. Là, je pense que c'est vraiment pas de l'interprétation. J'ai jamais vu une sélection quasiment courir autant. Alors, comme prévu, ils se sont un peu éteints par la suite, mais vraiment, ils étaient tous à bloc. Donc ça, c'est... on va dire qu'il y a cette partie-là qui, elle, est plus sur la Belgique n'a pas su rivaliser et hausser le curseur de l'intensité. Aussi au niveau des problèmes de pied, des problèmes de Denayer notamment. Heureusement qu'il y avait Alderweireld qui en sort pas mal, parce que Denayer c'était beaucoup plus compliqué. Je pense que Boyata va assez vite retrouver sa place. Mais c'est vrai qu'une fois passé ce côté, bon, les Danois ont envie de circuler le ballon, de faire des bonnes choses. Le fait que tous les Danois courent, j'ai n'importe quoi, mais à 35 km/h et les Belges à 32 km/h, les Belges peuvent quand même aller plus vite qu'ils n'ont été. Et je pense simplement qu'en fait, ils ont joué le match au tempo où se jouent quasiment tous les matchs depuis le début de cet Euro. Simplement, les Danois étaient totalement dans une autre sphère. Là, c'était du niveau du grand Leipzig, du grand Gladbach, du grand Salzbourg sur l'aspect, on met de l'intensité partout. Du niveau du Chili, de Sampaoli ou de Bielsa, quand ils allaient, je me rappelle d'un match contre l'Allemagne, je crois que c'est 2016 ou 2017, où ils passent leur temps à agresser l'Allemagne sur, je sais plus quel match de Coupe des Confs ou d'Amical, je sais. Et pour l'anecdote, pourtant, par rapport à ce que dit Christophe, en effet, ils ont mis plus d'intensité, mais à la mi-temps, en termes de distance parcourue sur le terrain, les Belges étaient devant. Avec, je crois que de tête, je crois que c'était 56 km et les Danois étaient à 52. Comme quoi, c'était surtout la jauge, le nombre de sprints, là, où là, ça aurait été très différent, évidemment, mais ces chiffres-là n'étaient pas... Alors, je sais pas si ça s'est rééquilibré en deuxième mi-temps, si on a les distances parcourues au total, mais à la mi-temps, et à ma grande surprise, les Danois étaient derrière les Belges en termes de distance parcourue, mais évidemment, pas de nombre de sprints. En tout cas, je pense pas. Après, c'est vrai que si tu presses demi-terrain tout le temps, parce que l'équipe adverse ne sort jamais, il y a beaucoup de joueurs qui parcourent peu de distance. Donc, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Christophe sur le manque d'intensité côté belge, parce que c'est vrai que voilà, quand tu as deux blocs quasi identiques dans leur structure qui s'affrontent, souvent ça se joue en effet soit sur les 1 contre 1, soit sur l'équipe qui va amener son bloc plus haut que l'autre. Et les Belges auraient pu répondre comme ça, mais c'est vrai que et notamment au milieu de terrain, c'était assez surréaliste de voir les Danois faire tourner le ballon autour de Tielemans et Dendoncker, sans voir Mertens ou Carrasco participer, revenir et aider tout simplement. Et c'est vrai que les deux milieux ont passé une très sale première mi-temps, mais ils n'étaient pas du tout aidés par les mecs devant, quoi. Parce qu'en plus, t'avais deux problèmes, c'est-à-dire que t'avais les deux mecs au milieu de terrain, donc pour les soutenir, soit les mecs de devant reviennent et participent, soit les mecs de derrière sortent de la ligne défensive. Et les mecs de derrière aussi étaient alignés. Quand côté danois, tu avais Christensen qui pouvait chasser Carrasco depuis le demi-espace, depuis leur demi-espace jusqu'à l'aile à l'opposé. Il l'a fait une fois en première mi-temps, Christensen. Côté belge, les défenseurs ne sortaient quasiment pas ou très très peu de l'alignement. En même temps, dès qu'ils sortaient, ils étaient pris dans le dos. Donc, oui, ça n'aidait pas. Ils vont pas très vite en plus, les trois de derrière. Mais il y avait vraiment un problème à ce niveau et les Danois en ont largement profité. C'est vrai que Tielemans et Dendoncker, les deux eaux pétillantes dans l'entrejeu, on est resté sur. On était même sur de l'eau plate en première mi-temps. Mais je te relance, Flo, parce qu'on craignait et on craint toujours pour l'Allemagne le côté un peu light athlétiquement de Kroos et Gundo. Tielemans et Dendoncker, ça semble léger aussi, je trouve, tu vois. Et encore là, ils ont pas joué des monstres d'explosivité ou d'élimination, même si Damsgaard, comme vous le dites, a fait un bon match, mais c'est pour une équipe qui est parmi les favorites, ça me semble très 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 léger comme double pivot le Dendoncker-Tielemans. Ça dépend de la protection évidemment, mais tu vois, je trouve qu'il y a quand même 8-9 équipes qui ont un milieu qui va aller beaucoup plus vite dans ces espaces-là et les dominer finalement.
toute façon, je vais laisser Christophe répondre, mais tu parles des deux milieux, mais tu peux rajouter la ligne défensive aussi. Face à plus gros, les Alderweireld, Vertonghen, ça a passé un petit peu, je pense, la date limite. Ça se voit déjà en championnat. Et puis dans l'axe, Ben Ayer, pour le coup, est passé un petit peu à côté de son début de match et il a eu du mal à remonter, mais ça reste un défenseur. Alors, c'est pas le meilleur défenseur de Ligue 1, n'en déplaise à son agent, c'est un bon défenseur de Ligue 1, mais t'es pas sur un quart Ligue des Champions, quoi. Et c'est vrai que quand tu vas arriver en quart d'Euro, cette défense-là, même sur les côtés, il y a pas mal de choses à attaquer. En revanche, et après je laisse Christophe parler, quand ils font rentrer leur talent, là, tu peux juste te taire et un petit peu prier quand ils ont le ballon. Alors, Christophe, la Belgique a fait entrer en 15 minutes Kevin De Bruyne, donc à la 46e, Eden Hazard à la 59e, et dans le même moment Axel Witsel. Est-ce que, logiquement, ce n'est pas une meilleure Belgique qu'on a vue après? Est-ce que ces trois-là ne risquent pas d'être titulaires finalement alors pas le prochain match, parce qu'ils sont déjà qualifiés, je pense que ça va pas mettre en danger ces joueurs-là, mais est-ce qu'en 8e, il n'y aura pas et Witsel, et Hazard et De Bruyne titulaires Hazard et De Bruyne, on imagine, derrière Lukaku, et Witsel qui se mettrait peut-être à côté de Tielemans, par exemple. Je t'avoue que je sais pas trop, parce que les trois sont sur le retour de différents types de blessures. De Bruyne, c'est pas au niveau des jambes, donc a priori il peut reprendre, c'est juste faut éviter qu'il reprenne un coup. Mais voilà. Joli mois de mai-juin de Antonio Rüdiger. Oui, c'est ça, qui a fait beaucoup de dégâts à chaque fois en passant entre les gouttes. Mais bon, De Bruyne, tu sais qu'il peut, a priori, il peut reprendre, il y a pas de souci, quoi. À partir du moment où la tête fonctionne bien et qu'il n'y a pas de risque dans les duels, c'est bon. Hazard, qui était un peu frustré d'avoir joué, je crois, 10-15 minutes sur le premier match, là joue une demi-heure et est vraiment intéressant. Et donc là, tu sens, lui, c'était plutôt une question de rythme, en fait, parce qu'il a arrêté depuis 2 ans, t'as l'impression qu'il a arrêté toutes les 3 semaines avec différentes blessures au Real, du coup il n'arrive pas à enchaîner. À chaque fois il est en reprise et forcément personne n'est, à part Nalbandian en tennis, personne en reprise n'atteint son meilleur niveau, donc c'est vrai que là-dessus c'était toujours un peu compliqué. Et là vraiment tu vois qu'il c'est pas encore parfait, mais même dans les petits espaces, dans des trucs de conservation neutre où il n'y a pas forcément besoin d'explosivité, sa première touche elle est, vraiment la première touche des Belges, j'ai l'impression que c'était de la grosse différence par rapport aux autres matchs, même les Autrichiens, la première touche, c'était à chaque fois ça partait à 2 mètres. Lui, c'était toujours dans les pieds. Et la variable la plus grosse, que je pense qu'en gros De Bruyne peut débuter. Hazard, tu le fais peut-être rentrer à la mi-temps si ça tourne pas bien. Est-ce que tu le fais débuter? Est-ce que du coup tu te prives pas d'une carte? C'est-à-dire, si tu fais rentrer Carrasco à la place d'Hazard, est-ce que c'est peut-être pas moins efficace que si tu fais rentrer Hazard à la place de Carrasco? Bon, je sais pas. Witsel, c'est son match de reprise après une grosse blessure. Je pense que c'est très tôt pour le faire débuter. Je pense lui qui va jouer le 3e match a priori, parce qu'à mon avis il a quand même besoin de rythme. Maintenant c'est vrai que c'est en fait, si t'as Dendoncker, Tielemans, pour moi, c'est-à-dire dans tous les cas avec les talents que t'as fait rentrer, si t'as des temps forts, on n'a même pas parlé de Lukaku qui du coup a pu être trouvé plus facilement et qui est monstrueux. Je pense que tu mets Lukaku côté danois, il y a 4 ou 5-0 hein. Mais si tu fais, on va dire, quand tu fais rentrer ces joueurs-là, tu peux sanctionner tous tes temps forts parce que les mecs sont monstrueux. Maintenant, tu auras toujours ce problème des 2 milieux de terrain et de manière générale de l'articulation défensive où, ok, tu peux sanctionner tous tes temps forts, mais tu auras forcément des temps faibles parce que tu pourras jamais totalement dominer au milieu de terrain face à très gros. Witsel à la place de Dendoncker peut équilibrer ça. Maintenant, est-ce que tu peux avoir un Witsel à, je sais pas, plus de 80% avant les demi? Je sais pas, j'ai une vraie inquiétude. Je pense sincèrement que la Belgique, là il y a un petit côté équipe de France boosté même même si on perd un peu la bataille tactique parfois, on peut le gagner parce qu'on a des meilleurs joueurs. Maintenant il y a un moment où les joueurs d'en face seront pas, l'écart sera beaucoup plus mince qu'il ne l'était là avec les meilleurs joueurs danois. Et face à l'Italie par exemple, je vois pas en fait comment ça pourrait suffire en fait. Je pense que tu aurais encore moins d'occasions de calmer un peu le jeu parce que là, à partir de la 55e, 60e, tu pouvais installer des vraies phases de possession et au final, t'avais pas forcément haussé le curseur au niveau de Tielemans, c'est simplement que l'adversaire, Højbjerg notamment, qui a joué, je crois que ça fait partie des 7-8 joueurs en Europe qui ont joué toutes les minutes disponibles, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment un incontournable à Tottenham. Au bout d'un moment, c'était plus difficile d'aller chercher, mais je suis pas sûr que lui, par exemple, si tu lui mettais la même pression, il aurait pu hausser son niveau sur la dernière demi-heure. Ça finit à 21 tirs à 6 pour le Danemark et en première mi-temps la Belgique n'avait tiré qu'une seule fois en tout début de match.
Le Danemark avait tiré une petite dizaine de fois. Donc il y a vraiment eu une première mi-temps à sens unique et ça se rééquilibre à partir de l'entrée de Kevin De Bruyne. Ouais. Et d'ailleurs, petite précision sur l'entrée de De Bruyne par rapport à ce que tu disais. C'est pas Lukaku en pointe derrière De Bruyne puis Hazard. C'est De Bruyne qui était dans l'axe et c'est Lukaku qui était demi-espace droit à ce moment-là. Et ça c'est important. Ça peut paraître anodin comme truc. Mais en fait, en première mi-temps, en gros, donc tu avais les Danois, tu avais Lukaku qui était plein axe, qui était pris par Simon Kjær. Et ensuite, côté danois, sur les côtés, c'était tu avais le central qui était sur l'attaquant demi-espace, et tu avais les deux pistons qui étaient face à face. Et en fait, le truc, c'est que dès qu'il y avait une passe directe vers Lukaku, il se retrouvait, il avait Kjær dans son dos, et tu avais les Danois qui revenaient sur lui dans la zone. C'est-à-dire que le central pouvait revenir sur Lukaku et permettre une prise à 2, voire à 3 avec un des milieux qui revenait. Le truc, c'est que si tu le mets dans le demi-espace, le piston, il est mobilisé beaucoup plus haut et il peut pas revenir pour enfermer Lukaku. Et c'est beaucoup plus difficile en fait de le gérer, de créer des prises à 2 ou à 3 quand il est dans ce demi-espace sur le côté. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça c'est très visible quand tu compares la première mi-temps et la deuxième, où ils arrivaient bien à gérer Lukaku et à gérer la profondeur. En deuxième mi-temps, il était beaucoup plus difficile à gérer quand il était un petit peu excentré demi-espace. Et bon, après le talent de Bruyne aussi. Christophe parlait de première touche, mais ce qu'il fait sur le premier but, oui, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais tu fais bien de préciser pour le positionnement de Lukaku, parce que j'ai pas vu le match. Mais en plus, il est sur les deux buts dans une position à droite. Donc c'est même pas. Oui, il était parfois à droite. C'est vraiment en partant de cet endroit-là qui fait la différence sur les deux buts parce qu'il est à la base des deux. Après, c'est vrai que De Bruyne sur le premier fait quand même quelque chose d'assez magnifique. Et la frappe sur le deuxième est plutôt sympathique. Mauvais pied aussi. Oui. C'est aussi une spéciale, De Bruyne, cette espèce de frappe sèche à une vingtaine de mètres où en fait tu dis c'est le but, d'accord. Parce que je pense que le bonhomme a des cuisses prononcées. Plus grosses que celle de Malinowski ou pas? Ah, le Malinois. Je sais pas qui avait faut. Après bon, tu vois, en ce moment il y a une saga sur Coparena sur R9. Je pense que Ronaldo aussi les cuisses très tôt dans sa carrière. C'est Et Adriano aussi avait des sagas. Enfin, bon, après là on va partir sur Noé Pamaro et ça va être la fin du jeu. Ah ouais, Noé Pamaro. Je pense que Ronald Koeman aussi devait avoir des sacrées cuisses. Vu ses frappes de balle, à mon avis, ça devait envoyer. Voilà pour le point. Julien Faubert. Le point cuisse de Vue-du-Banc. Pas mal aussi. Si vous avez des suggestions. Tu parlais des athlètes qui reviennent vite de blessures dans leur meilleure forme. Tu aurais pu citer Kevin Durant, Christophe. Oui, même si... C'est peut-être la meilleure saison après tendon d'Achille de l'histoire du basket. Oui, c'est pas faux. Après, Nalbandian a gagné ce tournoi de reprise. Alors que bon, Durant, il y a une montée en puissance. Mais n'empêche que Witsel école Memphis Depay sur on revient très vite de blessure à un bon niveau, quoi. Parce que rien qu'entrer dans ce match-là et jouer une demi-heure à bon niveau, il y a quand même une vraie motivation, un vrai boulot de rééducation derrière. Mais Nalbandian, il revenait de blessure ou il revenait de biture? Parce que il devait aimer quand même les barbecues, les planchas, tu vois. Ah, il revenait d'Assado. Ouais, voilà, exactement. Avec Riquelme, avec Tevez et compagnie. Tous ceux un peu bedonnants des équipes d'Argentine. D'ailleurs, puisqu'on parle du Malinois, qui est le surnom préféré d'Hugo Hélin, qui nous suit régulièrement, il nous cite une stat Opta qui indique que Frenkie de Jong fait partie des 5 derniers joueurs de l'histoire de l'Euro à avoir réussi 5 dribbles dans le même match, dans même 2 matchs de suite, en 2021. Donc. Ribéry l'avait fait en 2012, Cristiano Ronaldo l'avait fait en 2004, Zidane l'avait fait en 2000, Luis Figo l'avait fait en 2000 aussi. Et Christophe, Hugo te demande de classer ses joueurs. Je ne peux pas le faire. Je répète la liste. Frenkie de Jong, Franck Ribéry, Cristiano, Zinedine Zidane et Luis Figo. Qui est premier et pourquoi Zidane est dernier dans ta tête? Non, il est pas du tout dernier. Et il le mettra pas dernier. Non. Mais sincèrement, en plus, je pense que Zidane est deuxième derrière Cristiano Ronaldo. Par contre, Luis Figo est meilleur que Zidane en 2000 sur la saison. D'ailleurs, il gagne le Ballon d'Or. Si je dis pas de bêtises, mais non, l'Euro de Zidane 2000, pas grand chose à dire. C'est assez fort, même si c'est assez drôle, n'empêche, énorme parenthèse. Mais Zidane fait 3 fois plus de stats en 2004 alors qu'il est pas bon dans le jeu et qui monopolise un peu un truc qui déséquilibre l'équipe de France. Alors qu'en 2000, il fait pas tellement de stats que ça et pourtant c'est lui qui impulse les offensives. Comme quoi les stats, je t'en cite une autre. Le Danemark a fait 43 tirs, 1 but et a concédé 7 tirs à prix de 3 buts. Donc, et ça me rend très triste parce que, enfin,
à la fois j'étais en admiration devant ce qu'a fait De Bruyne sur son entrée, et mine de rien, c'est aussi pour des joueurs comme ça que tu regardes les matchs. Je t'avoue que j'aime beaucoup les Macédoniens, par exemple, mais bon, les tirs de Trzaskowski de 40 mètres, sans raison, au bout d'un moment, c'est quand même un petit peu usant. Même Poulsen, quoi, j'aime bien. Côté danois, il court, tout ça, il met son but. Maintenant, bon, on arrive quand même à un seuil de compétence où tu sens qu'il peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais de voir le Danemark, qui est quand même proche de l'élimination, sur 2 matchs un petit peu bizarres pour des raisons différentes, mais voilà, il pourrait y avoir 4 ou 6 points si tu refais le truc. C'est fou quand même que dans un Euro qui élimine quasiment personne, où tu fais, je crois, 71 matchs pour éliminer 6 équipes, le Danemark puisse être en danger, et ça m'emmerderait vraiment que cette équipe-là soit éliminée. Et du coup, j'ai juste pour compléter les stats de Christophe avec les tirs, Ismaël, qui est responsable des data focus sur Coparena avec Julien Asunsao, m'a fait passer une statistique. En fait, il a simulé avec tous les XG obtenus par les Danois. Il a simulé plein de fois la situation pour voir combien de chances avait le Danemark de marquer plus de 1 but avec toutes ces occasions. Et en fait, les Danois avaient 96,5% de chances de marquer plus de buts par rapport à ce qu'ils ont obtenu. Et ils avaient aussi 94% de chances d'encaisser moins de buts que ce qu'ils ont obtenu, que ce qu'ils ont encaissé. Donc, en termes de malchance, au-delà de l'histoire et de l'accident d'Eriksen lors du premier match, je pense que tu pourras difficilement trouver un précédent sur cette phase de poule. Mais bon, il leur reste un match face à une Russie qui est largement à leur portée. Et on est dans un groupe où le schéma 9-3-3-3 est tout à fait possible si la Belgique bat la Finlande lors du 3e match. Donc ce serait dommage qu'ils passent à la trappe, mais il y a quand même un scénario qui est pas improbable et qui peut encore sourire aux Danois pour leur permettre d'atteindre les 8e. À voir si les Belges auront envie d'être sympas avec les Finlandais ou pas. Parce que ça peut tout changer. Et oui, c'est sûr que le Danemark, par rapport à ce qu'ils ont montré collectivement, alors après le premier match contre la Finlande, il est en 2 parties, mais c'est sans doute meilleur que la Suisse sur cette phase, je parle de poule, meilleur que la Turquie, oui. Meilleur que la Russie. Non, mais de toute façon, Raphaël, à partir du moment où c'est meilleur que la République tchèque 2004, c'est meilleur qu'à peu près tout ce que tu vas nous citer, donc tu dois arrêter là. Non, mais justement, j'essaie de compter le nombre d'équipes qui ont fait moins bonne impression que le Danemark, malgré les points. Question pour Florent. Ah, vas-y. Toi qui viens d'écrire sur Coparena l'analyse tactique du match France-Allemagne, est-ce que la France a plus de failles et moins séduisante, alors c'est sur un match, mais que le Danemark? Après, il faudrait que le Danemark joue l'Allemagne. Mais on les a vus en amical, ouais. C'était pas fameux le Danemark. Mais toi, tu les as vus en amical. Ouais. C'était pas incroyable. Ils ont pas eu le ballon plus que la France. Après, le truc, c'est que leur approche full pressing, beaucoup d'intensité, je pense qu'elle est à double tranchant. Et si les Belges démarrent avec tout leur attirail, je pense qu'ils pètent le pressing un peu plus tôt aussi. Alors, ils prennent autant de vagues défensivement, mais je pense qu'ils peuvent se sortir du pressing un peu plus tôt. Donc, pour moi, cette équipe-là, sur les 2 premiers matchs, si on enlève le facteur malchance, c'est un potentiel au moins quart de finaliste sur cet Euro, sur tout ce qu'on a vu. Mais bon, voilà. Après, il y a les aléas, il y a la malchance qui fait qu'elle se retrouve dans cette position compliquée. Mais c'est sûr que la première mi-temps du Danemark, je pense que les Danois en parleront encore dans quelques années. Même s'il y a eu des fêtes, même s'il y a eu cette issue-là, parce que il y avait quand même tout qui était réuni au-delà de l'allant sur le terrain, le public était au taquet, il y avait vraiment une ambiance très très spéciale sur ce début de match, avec le but très vite en plus, c'était très agréable à regarder en tant que spectateur. J'ai essayé de te faire dire que le Danemark était meilleur que la France, j'ai pas réussi. Tu n'arriveras pas à changer les analyses fines de Flo. Il ne peut pas être dans autre chose que la subtilité et la nuance. On va sur le dernier match. Ukraine-Macédoine du Nord, victoire 2-1 de l'Ukraine, match qui a permis à Florent de passer un pari sur le but de Roman Yaremchuk. Mais Yarmolenko avait marqué quelques minutes avant, en ouvrant le score. Oui, donc j'aurais dû, au lieu de jouer j'aurais dû jouer j'aurais passé une cote beaucoup plus grande, mais bon. Mais tu as quand même passé un happy bet. Un happy bet, exactement. À 3 et quelques.
réduction de l'écart d'Alioski sur un penalty repoussé, puis remis dans le but d'une belle volée en équilibre à la 57e minute. Et derrière, Christophe, la Macédoine du Nord, aurait pu revenir au score plusieurs fois. Elle a fait une très belle deuxième période. C'est la satisfaction côté macédonien, mais on va d'abord commencer par la première période et celle de l'Ukraine, qui elle aussi a proposé quelque chose de plus réjouissant que lors de son premier match. C'était alors je vais pas dire que c'était un rachat pour ces deux équipes, il n'y a pas de raison de se racheter lors d'un Euro, juste ils avaient joué plus fort lors du premier match, mais c'était un match où les deux équipes ont montré leur qualité. Oui. Ou du coup, tu auras des regrets côté macédonien parce que, alors c'est parfois dit un peu à tort à travers, mais là, puisque la Macédoine change d'approche à la mi-temps, tu as vraiment le côté une mi-temps chacun, sauf qu'il y a une équipe qui marque 2 buts sur sa mi-temps à elle, et l'autre qui n'en marque qu'un. Alors après, est-ce que l'Ukraine a plus dominé en première que la Macédoine a dominé en seconde? Sans doute. Mais je veux dire, tu peux tout à fait estimer que si la Macédoine démarre comme elle a entamé la seconde période, peut-être que le match diffère totalement, parce que l'Ukraine n'avait pas forcément j'ai l'impression n'avait pas forcément de réponse à la façon dont la Macédoine avait mis des joueurs techniques un petit peu plus bas sur le terrain pour remonter le ballon. Mais on a vu des choses assez intéressantes côté ukrainien. La confirmation, en fait, moi c'est surtout ça. Confirmation, alors Yarmolenko, oui et non, parce que le mec est là depuis très très longtemps, on sait ce qu'il peut faire, mais on va dire la confirmation qu'il est plutôt en bonne forme. Mais surtout Yaremchuk, qui fait vraiment beaucoup de choses. Il a un peu ce potentiel tube de l'été, même si je ne suis pas sûr que l'Ukraine ira, je pense, en 8e. Après, qu'est-ce qui se passera en 8e? Ça se trouve, l'Ukraine sera éliminée en 8e, mais ça restera vraiment un épiphénomène, parce qu'il y a des gens qui vont briller en quart, en demi, qui vont un peu le supplanter dans nos esprits. Mais c'est vrai que Yaremchuk, on va dire sa capacité à la fois à gagner des duels aériens, vraiment être une présence en imposer comme c'était le cas face aux Pays-Bas, et aussi à partir en profondeur, puisque son but, il le fait sur un appel où vraiment il fait bien l'appel parallèle à la défense pour pas se mettre hors jeu et ensuite orienter sa courbe et un peu courber pour partir au but. Vraiment, c'est du bon niveau. Je sais pas si c'est du très très haut niveau, mais en tout cas, c'est un vrai bon attaquant. Et rien que cette articulation offensive, autant Malinowski, et c'est vrai que Flo avait fait la remarque pendant le match, et c'est assez vrai, parfois un petit côté Bruno Fernandes où chaque touche de balle il tente la passe décisive, alors quand ça passe pas c'est un peu chiant parce que du coup tu es obligé de défendre des transitions et c'est un peu frustrant parce que parfois tu fais une passe un peu plus neutre, peut-être pas la Jorginho, mais en tout cas un peu plus calme. Il y a peut-être un décalage qui va se créer ailleurs sur le terrain, faire vivre le ballon, tenter d'autres choses, plutôt que systématiquement chercher le coup dur ou la frappe. Mais vraiment, l'articulation offensive était assez intéressante, avec un Zinchenko qui était pas mauvais aussi, qui était assez actif, un peu sur toutes les hauteurs du terrain, c'est-à-dire qu'il pouvait à la fois soutenir les attaquants, et il y a un moment notamment où il sort une balle devant sa surface d'une petite roulette. Mais bon, c'était pas fou non plus, c'était propre face à une Macédoine qui était quand même en première période assez faible et avec limite, j'ai l'impression que son meilleur joueur c'était Nikolov, le piston droit, parce que le reste c'était relativement discret, des pertes de balles dans son camp. Sur la première période, tu sens quand même que cette équipe vient de la Ligue D, enfin du groupe D, la Ligue des Nations, et qu'on est quand même sur les 4-5 équipes les plus faibles en termes de talent individuel. Florent, je te sentais intéressé par ce que disait Christophe. Tu voulais rebondir sur une des choses? Je t'ai senti hocher la tête de manière sonore. Non, pour compléter sur Yaremchuk, puisqu'on est dans les comparaisons, c'est vrai que sa capacité à être à la fois grand, à être un point d'appui, à être assez fin en plus techniquement dans les petits espaces, il est capable de faire des contrôles orientés, de se retourner, de se mettre dans le sens du jeu, d'accélérer. Face à un adversaire certes qui n'était pas forcément fourni en grand défenseur, mais avec en plus cette capacité aussi à attaquer les espaces quand il s'offre à lui. Ça m'a rappelé un peu un joueur qui a disparu depuis quelques temps, c'est Mandzukic, dont la carrière s'est terminée. Et c'est vrai qu'il est un peu moins large d'épaule, je crois. Mais tu peux trouver une filiation dans ce qu'il est capable de faire sur un terrain, quoi, pour l'instant. Et en plus, je pense qu'il est peut-être plus buteur que Mandzukic dans l'esprit, plus finisseur. Mais bon, là c'est surtout une découverte à voir avec les prochains matchs avec lui. Sinon, pour compléter ce qu'il dit, c'est vrai que le changement à la mi-temps de la Macédoine change vraiment tout, c'est-à-dire qu'ils étaient en 3-5-2 comme face à l'Autriche en début de partie, avec en plus un 3-5-2 avec vraiment c'était 3 derrière, c'était un bloc médian mais c'était une ligne de 5 au milieu, on voyait les deux pistons qui étaient très hauts
pour aller chercher et justement bloquer la progression défense-milieu de l'Ukraine, où Christophe l'évoquait tout à l'heure, elle a un peu parfois du mal à faire cette transition-là pour progresser sur le terrain dans l'entrejeu. Donc les Macédoniens ont sans doute noté ça et ont vraiment mis beaucoup de densité au milieu, parce qu'en plus, tu n'as pas forcément ce danger d'être pris dans la profondeur par un attaquant rapide, parce que les 3 de devant côté ukrainien, c'était donc Yaremchuk, Malinovski et donc Yarmolenko. Et c'est vrai que finalement les Ukrainiens ont réussi à avancer, ils ont fait la différence. Il n'y a rien à dire, la première mi-temps, pour avoir j'ai chopé les XG, on est à 1,87 pour l'Ukraine et 0,16 pour la Macédoine. Donc il n'y a pas photo. Mais le changement en deuxième mi-temps, c'est le passage en 4-2-3-1 avec la construction au milieu de terrain avec Ademi, Bardi qui était un petit peu dans le double pivot, et Elmas qui était libre un peu plus haut. Et ça a vraiment tout changé, parce que les Macédoniens ont vraiment mis hors de position les milieux ukrainiens, c'est-à-dire ce trio descendait très bas pour assurer la relance, mais les Ukrainiens ont vraiment pas réussi à aller les chercher, parce que devant aussi la ligne travaillait pas non plus énormément, la ligne d'attaque, ce qui fait qu'ils arrivaient à mettre du rythme au milieu, et puis comme ils bougeaient bien, ils touchaient Pandev ou Stoyanovski qui était plus haut sur le terrain, ça jouait en appui remise, ça ouvrait sur les côtés, ça progressait. Et vraiment la deuxième mi-temps de la Macédoine, alors ça finira peut-être à 5-2 ou 6-2 face aux Pays-Bas, mais j'aimerais voir les Macédoniens débuter leur troisième match avec ce 4-2-3-1 là, juste pour les voir jouer au foot et voir ce milieu à l'œuvre, tout simplement. Oui, le souci pour les Macédoniens, c'est leur adversaire dans le prochain match. Oui. Finir par les Pays-Bas. Ça fait un peu tard pour démarrer avec la compo qui a l'air de plus marcher. Tu vas démarrer contre l'équipe la plus forte. Christophe. Et vas-y. Juste pour laisser deux très bons matchs de gardiens. C'est pas forcément une vérité depuis le début de l'Euro. Mais là, c'est vrai que Dimitrievski et Buchanan, je crois, en face, Buchanan ont été plutôt bons tous les deux, avec Dimitrievski qui sort en plus un penalty du Malinois. Buchanan aussi le sort en théorie. Mais bon. Oui, Buchanan le sort aussi, ouais, c'est vrai. Il est pas suivi par sa défense, parce qu'il y a quand même 3 ou 4 Macédoniens qui sont prêts à sauver Alioski s'il n'était pas là pour le reprendre. Christophe, on avait parlé de ta pépite Enis Bardi lors du premier match. Je n'ai pas vu ce match non plus, parce que je vois peu de matchs de l'Euro à cause du foot et des films du kiné. Est-ce que ta pépite Bardi et la mienne Elmas ont été bons? Je t'avais trouvé un peu dur avec Bardi sur le premier match. Moi, je l'avais trouvé un peu plus en vue qu'Elmas. Sur celui-là, en première période, je trouve qu'il était vraiment, de manière générale, s'il a un peu un côté, il aime bien tripoter la balle, quoi. Parfois, il peut faire la passe, il aime bien faire la toupie. Bon, du coup, il obtient des fautes, parce que forcément, les adversaires sortent sur lui. Et comme tu gardes la balle et qu'il a une bonne protection, il réussit à gratter des coups de sifflet. En première période, je trouve vraiment effacé, ou alors dans l'abus sur ce côté, je ralentis le jeu, je fais un peu mon Isco des mauvais jours, de joueurs que j'aime beaucoup, mais qui peuvent aussi m'énerver. Sur la seconde période, il est beaucoup plus propre. Je pense quand même que Ademi, son binôme du double pivot, est plus intéressant que lui. Maintenant, c'est vrai que Bardi a ce truc de... après, ça va aussi avec le fait de beaucoup aimer tripoter le ballon. C'est qu'il le demande tout le temps. Le nombre de fois où tu le vois lever, en plus, lui, il lève les 2 bras quand il veut le ballon. Donc, c'est-à-dire que parfois, limite, t'as Alioski à un moment qui est en train de déborder, qui va centrer. Mais c'est un peu compliqué de centrer parce qu'il n'y a pas grand monde dans la boîte. Donc, il va être obligé de remettre a priori en retrait au sol. Et t'as Bardi qui est qui est en retrait à 35 mètres du but, qui lève les 2 bras. T'as envie de dire, oui, ok, t'es démarqué, mais t'es démarqué parce que, en fait, ta position n'est pas intéressante pour faire avancer le jeu. Tu es quand même très loin de la surface et de là où c'est intéressant. Mais rien que sa disponibilité est quand même assez intéressante parce que du coup, ça force l'adversaire à réagir. Donc, mais après, il participe à la bonne seconde période. Mais c'est sur cette articulation-là, en fait, dans l'absolu, je le préfère numéro 10. Mais pour cette seconde période, j'étais content de le voir dans le double pivot Academy, qui est aussi un joueur référencé, qui joue dans les championnats majeurs européens. Je sais même plus où il est, je sais plus, à Stuttgart ou je ne sais plus, peu importe. Mais je préférais avoir Elmas un cran plus haut. Il est au Dynamo Zagreb, je l'ai vu en Ligue Europa. Mais je préfère avoir Elmas en 10, plus ou moins, et Bardi, une espèce de numéro 8, plutôt que l'inverse, parce que tu sens que, de retour de Covid, Bardi manque de rythme et que du coup, il se démarque en trottinant, en fait.
Mais en fait, c'est bien quand même pour une sélection comme ça d'avoir des éléments très techniques au cœur du jeu, en fait. Sachant qu'en plus, t'as Pandev qui marque un très joli but, mais refusé pour hors-jeu, qui a aussi un bon pied. Honnêtement, le vrai problème, c'est les trois de derrière qui savent pas défendre. Franchement, la première période, c'est très très compliqué. Il y a des moments où ça sort à contre-temps, où ça offre limite des face-à-face absolument sans raison. Mais sinon, il y a quand même un petit truc sur lequel construire, tu vois, ça ne m'étonnerait pas. Alors, à voir sur les générations, mais que la Macédoine se retrouve encore à l'Euro dans 4 ans, quoi. On rappelle que c'est un tout petit pays, 2 millions d'habitants. Sportivement, il existe depuis quand d'ailleurs la Macédoine du Nord, ça date de quand la formation de cette équipe nationale? Après, ça a changé de nom récemment. Oui, c'est vrai aussi. Mais le pays existait déjà. C'est années 90, non? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on les a jamais vus jouer jusqu'à ce que Pandev apparaisse. Qu'après, on les a plus vus jouer pendant des années. Après, le point de référence, c'est que Pandev a 37 ans et qu'il a toujours joué pour la Macédoine. Donc, c'est vrai. Donc ça fait une vingtaine d'années au minimum, ouais. Alors date de fondation 91 pour le pays. Ouais, l'équipe ça doit être dans les 3-4 années suivantes. Mais oui, ça doit suivre assez vite. Pour un tout petit pays de 2 millions d'habitants, c'est déjà pas mal d'arriver à 7 euros. Puis en plus, avec quand même des vrais joueurs de ballon pour le coup. La Turquie, on y revient qu'à 40 fois plus d'habitants, n'a peut-être pas plus de bons milieux de terrain ou de milieux joueurs. Donc ça, c'est un peu dommage. L'Ukraine, Flo, est-ce que ça peut être un trouble fait en 8e de finale? Alors leur qualification n'est pas assurée, mais ils peuvent y aller quand même. Est-ce que tu les vois assez bons pour surprendre une équipe qui serait contente finalement de tomber sur elle grâce à une première place ou une deuxième dans la phase de poule? Alors je pense que offensivement, ils ont avec Yaremchuk, avec Malinovski qui peut déposer un coup de pied arrêté, qui peut mettre une frappe, avec Yarmolenko qui peut frapper. Ils ont des arguments pour marquer pour piquer, on va dire, un adversaire qui serait plus fort. Après, quand tu vois comment les Macédoniens les ont baladés en deuxième mi-temps et ont baladé notamment leur bloc et leur milieu de terrain et même leur défense, il n'y a pas de grosse... j'ai du mal à les voir résister à une grosse équipe. Tu vois, les Pays-Bas les avaient fait un petit peu tourner dans tous les sens déjà. Je pense que n'importe quelle grosse équipe avec un peu de talent peut faire la même chose sans grande difficulté. Tu vois, s'ils croisent... prenons une autre équipe dont on a parlé aujourd'hui. S'ils croisent le Danemark, je pense que le Danemark file en quart de finale, quoi. C'est difficile de les imaginer... passer. Après, c'est quand même l'équipe qui, sur une ou deux frappes de fou, peut t'éliminer. Oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que devant, ils ont les mecs, mais si la Macédoine les balade comme ça et peut en mettre un, voire plus sur le match, les Pays-Bas en ont mis 3. Je pense que 3, c'est le tarif minimum qu'ils prennent contre n'importe quel gros qui serait avec une réussite normale. Voilà. Ouais. Donc il leur faudrait 3 patates quoi, pour pouvoir... c'est peut-être un peu trop. Voilà. En termes d'expected goals, au niveau des probas, on est quand même assez faible. Mais oui, c'est sûr que le seul scénario où je les vois inquiétés en gros, c'est le scénar où le gros met pas ses occasions et ils ont une ou deux frappes comme ça qui leur permet de faire mouche et d'être devant au tableau. Mais il faudrait, je pense, vraiment un maximum de réussite pour qu'ils puissent aller en quart derrière. Enfin, après, tout dépend de l'adversaire. S'ils prennent ça, on verra si ça passe. Petit point histoire sur la sélection de Macédoine, ou Macédoine du Nord. Entre 1945 et 1991, ils n'avaient donc pas le droit de faire des matchs officiels, mais ils ont fait des matchs, du coup, clandestins, je sais pas comment les appeler, des matchs amicaux en tout cas, dont un match en 1945 contre une équipe, je ne sais même pas, contre une équipe de Belgrade apparemment, et le premier match officiel de la vraie sélection de Macédoine c'était en octobre 93, donc tu étais bien Flo sur ton estimation. Est-ce que Pandev était là? Mais il était né par contre, il était peut-être devant sa télé en train de regarder l'équipe de Macédoine. Non, il avait 10 ans, ouais, donc c'était un peu tôt. Victoire 4-1 contre la Slovénie pour le premier match de la Macédoine du Nord. Et leur plus grosse victoire, c'est évidemment contre le magnifique Liechtenstein, une victoire 11-1 au Liechtenstein. Voilà, vous avez quelques infos comme ça sur cette sélection. Ça manquait. Non, écoute, il en faut de temps en temps comme ça, des petites anecdotes. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur cette Ukraine-Macédoine du Nord, Christophe? Honnêtement, je suis pas persuadé. Ouais, non. Non, mais dire que on est quand même à... Je sais pas, non, il y a eu un penalty marqué cet après-midi, enfin ce soir du coup, j'ai perdu un peu la notion du temps. Mais du coup, on est à 2/6 réussi sur la compétition.
Donc voilà. Le rythme des pénaltys, je pense à peu près conforme, peut-être même un peu plus bas que celui en tout cas que moi j'imaginais. Mais depuis qu'ils ont assoupli un peu les règles sur les mains, etc. Et de manière générale, les arbitres sur cet Euro sont quand même très très conciliants, ça laisse beaucoup jouer. C'est assez sympa d'ailleurs. Ouais, bon, parfois je me dis, bon, il y a laisser jouer, mais c'est vrai que ça donne quand même du rythme, et pour l'instant ça va, il n'y a pas trop d'abus, il n'y a pas trop de fois où tu te dis, bon là quand même on est sur un attentat, ça serait peut-être intéressant de siffler. Mais voilà, non, je trouve que c'est assez plaisant, il n'y a pas trop de VAR, et donc voilà, pas trop de penalty. Juste voilà, c'est un petit fun fact, le fait que les penalties ne soient pas trop marqués, parce que je pense que ça va pas forcément durer, puisqu'il n'y a pas de facteur sous-jacent qui explique ça, quoi, c'est juste un truc totalement aléatoire. Oui, non, mais c'est vrai que le petit nombre de penalties, en fait, tu te dis, si tu mets les mêmes règles qui se sont appliquées en Ligue des Champions, ou en Première Ligue, ou en Ligue 1 depuis 1 an et demi, là, combien y aurait-il eu de pénalty sur cette phase de groupe jusque-là? Je pense trop. Et là, c'est quand même plutôt sympa qu'il y en ait pas tant que ça. Qu'il soit raté ou pas, après, peu importe, mais qu'il y en ait pas trop et pas trop de VAR, ça rend des matchs beaucoup plus fluides. En fait, ça rappelle ce qu'était le foot il y a 3-4 ans avant de partir trop en sucette sur la VAR. Voilà pour ces 3 matchs. On peut passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, et j'ai l'impression que ça a encore été une journée plutôt réussie. Sous ce point de vue-là, Florence, je crois que tu passes le Yarimchuk. Est-ce que tu passes ton autre pari du jour? Non, c'était 2 buts de l'Autriche, donc on en a été assez loin. Ouais. Mais 1 sur 2 avec la cote à 3,10, du coup ça fait un petit bénéfice. Oui, ça confirme que ça se passe plutôt bien. Pour nous, c'est pari sur l'Euro. Et là, tu pars sur donc 2 matchs de demain, Suède-Slovaquie et Angleterre-Écosse. Je t'invite à commencer par Suède-Slovaquie. Alors si tu m'invites à commencer par Suède-Slovaquie, je vais commencer par Suède-Slovaquie en me remettant mon pari sous les yeux. Tu veux que je te le redise, Flo, si tu l'as oublié? Non, je l'ai retrouvé. Suède-Slovaquie, on avait vu face à l'Espagne que il y avait un joueur côté suédois qui était capable de marquer tout seul et de faire tout seul, c'était Alexander Isak. Et l'idée, simplement, c'est de partir sur un Alexander Isak buteur face à la Slovaquie, en espérant pour lui et pour la Suède et pour nous spectateurs qu'il ait plus d'occasions et que la Suède essaie un peu plus de jouer au football que face à l'Espagne. Donc voilà, sachant qu'en face la Slovaquie n'a pas non plus d'immenses défenseurs à part Skriniar en défense centrale, mais voilà, Isak est tellement mobile et tellement capable de faire de la différence depuis de plein de positions différentes sur tout le front de l'attaque, hein. Il peut faire des différences sur le côté. Je pense que s'il va s'aventurer dans la zone Dubochan, ça peut devenir vite dangereux. Donc voilà, un but d'Isak face à la Slovaquie. La cote est à 2,70 et elle me paraît plutôt intéressante vu le joueur, vu l'adversaire, en espérant bien sûr que la Suède décide un peu plus de jouer au football pour ce deuxième match quand même. Et Christophe, Alexander Isak devrait ou pourrait marquer le seul but de cette rencontre. Oh, transition digne de Nagui, absolument. Ça m'arrangerait, parce qu'après une journée difficile, moi j'ai fait 0 sur 2, même si ma cote Interreger buteur à 20, j'y ai un peu cru quand les corners sont multipliés, qu'il en a touché un de la tête et qu'il a fait une frappe de 25 mètres qui n'est pas passée très loin de la lucarne. Je me suis dit ça serait beau, finalement non. Et donc oui, chaque seul buteur ça m'arrangerait parce que mon pari c'est Suède 1-0 à 5. En fait c'est suffisamment documenté depuis maintenant longtemps et l'épisode qu'on a consacré au match Suède-Espagne l'a confirmé. La Suède sait très bien défendre et n'a pas toujours la volonté d'attaquer. Je pense que le rapport de force fait quand même que la Suède aura un peu plus la balle, mais j'imagine sans trop se découvrir, donc un peu de la possession prudente la plupart du temps, mais même pas du 70-30, à mon avis ça sera genre 55-45, quelque chose comme ça. Et j'imagine quand même que le talent étant plutôt côté suédois, en plus Kulusevski est de retour, donc t'as quand même Kulusevski, Forsberg sur les côtés, Isak Berg devant, c'est quand même assez nettement supérieur à tous les Slovaques, même Hamšík qui actuellement est quand même pas à ce niveau-là. Donc je pense qu'au bout d'un moment la Suède finira par marquer. Une fois que la Suède sera devant, si elle est devant, mais bon, je pense qu'elle finira par l'être, je vois pas de truc où si l'Espagne n'a pas réussi à marquer, pourquoi est-ce que la Slovaquie réussira à marquer? Donc clairement, sur une cote à 5, qu'il y ait la victoire sur la marge la plus faible, ça irait quand même pas mal dans le sens d'une Slovaquie qui a mis des buts sur le premier match, mais qui n'était pas non plus flamboyante offensivement, qui était surtout réaliste, et d'une Suède qui sait bien défendre et qui, sans trop attaquer, arrive quand même à se créer des occasions.
Florent, ton deuxième pari, c'est sur un match fratricide entre l'Angleterre et l'Écosse. Et là, tu vois des buts. Ouais, je vois plus de buts parce que l'Écosse, finalement, avec sa défaite contre la République tchèque, n'est pas une équipe qui a refusé le jeu, qui a essayé d'imposer un jeu très direct et d'imposer un combat auquel les Tchèques ont bien répondu. Et en face, et puis en plus avec leur défaite, ils sont plus forcément dans l'optique de pouvoir calculer. Et en face, l'Angleterre lors de son premier match a on va dire assuré le minimum. Pour revenir sur un petit peu ce qu'on avait dit, c'était face à la Croatie du coup, oui c'est ça, sans tour forcé. Mais en fait j'imagine un match un peu plus enlevé et où les Écossais essaient d'imposer ou de mettre en tout cas l'accent sur le combat et de pousser l'Angleterre à un petit peu hausser l'intensité, là où le précédent adversaire des Anglais, les Croates, espéraient surtout pouvoir la baisser à un moment donné pour mettre en place leur jeu, qui leur a servi à rien derrière dans les 30 derniers mètres. Mais voilà, donc un match un peu plus intense, peut-être un peu plus ouvert pour les Anglais, et donc peut-être plus d'occasions de faire des différences, et du coup plus d'occasions de marquer. Donc le pari c'est victoire de l'Angleterre, et 3 ou 4 buts dans le match, sachant que je sais pas si l'Écosse va pas réussir à en mettre un à un moment donné. Donc une victoire 2-1, 3-1 ou quelque chose comme ça, ou sinon un 3-0 sec, je le prends aussi. Mais voilà ce que j'imagine un petit peu pour ce match, et ce que j'espère pour histoire de bien démarrer la journée, parce que je crois que c'est il me semble que c'est le match de 15h. Je ne sais pas, mais tu vas vérifier ça pendant que je lance Christophe sur son autre pari, Croatie-République tchèque. Oui, un match qui me concerne, étant le plus français des Tchèques ou le plus tchèque des Français, même si je ne suis absolument pas tchèque. Mon pari, c'est que Patrick Schick va marquer un but, c'est coté à 4. On peut en marquer plusieurs, c'est un but minimum. Je suis sur la logique du joueur en forme. Alors ça, pour l'instant, après il n'y a pas eu beaucoup de matchs de la deuxième journée, mais je pense que personne n'a marqué dans les 2 premiers matchs. Donc du coup, pourquoi Patrick ne serait pas le premier? À partir du moment où tu marques un but de 48 mètres... Dumfries? Ah oui, Dumfries, effectivement. Comme quoi, un latéral. Donc du coup, ma remarque était un petit peu stupide, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu marques un but de 45 mètres, c'est que tu es plutôt en confiance. Et que, a priori, je pense que s'il est en bonne position, il va tirer, donc il n'y aura pas de risque d'excès d'altruisme, comme a pu en avoir Djouba. Donc j'imagine que s'il est en position, il va tenter sa chance. Après, est-ce qu'il aura la réussite dans le dernier geste? À voir. Mais il y a aussi un truc très, très précis, c'est que il y a quand même de grosses faiblesses sur le côté gauche croate, en tout cas sur le premier match, et que c'est une vraie force le côté tchèque avec les débordements de Koufal, le latéral droit. Et c'est un joueur qui a vraiment une qualité, c'est prendre la balle, courir tout le temps, déborder, centrer. Et Schick étant plutôt un bon joueur de tête, ce qu'il a montré sur le premier match où tu avais donc centre de Koufal et tête de Patrick Schick. Je sais que Koufal, c'est pas la bonne prononciation, je sais que l'on va m'insulter, mais voilà. J'imagine que c'est un scénario qui peut se reproduire et que dans tous les cas, ce sera une combinaison qui sera tentée assez régulièrement. J'espère que ça sera le cas, comme ça demain je pourrai fanfaronner dans l'épisode en disant que j'avais tout vu, alors que c'est quand même un truc pas très sorcier. Mais donc voilà, un but de quelqu'un qui a mis un doublé sur le premier match, côté A4, face à une équipe croate qui était quand même assez moyenne, on va dire ça comme ça, sur le premier match. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. Merci Christophe. Est-ce que Florent a eu le temps de chercher l'heure des matchs pendant ce temps ou pas? Oui. C'est en fait non, l'Angleterre c'est à 21h évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre vu les 2 autres affiches? On commencera par Suède-Slovaquie à 15h et République tchèque-Croatie à 18h. Donc voilà, un début d'après-midi un petit peu plus compliqué a priori sur le papier que ce qu'on a vécu aujourd'hui, où finalement Christophe, les 3 matchs étaient tous très plaisants. Oui, absolument, une meilleure journée que celle d'hier. Ouais. Alors Raphaël, je me disais tiens pourquoi il me dit ça à moi, mais c'est vrai que Raphaël ne regardant pas les matchs, on ne peut pas trop l'impliquer dans ces discussions. C'est pas que je les regarde pas, c'est que je les rate, je ne peux pas les regarder. Mais j'ai vu les Pays-Bas ce soir, c'était sympa. On sent quand même une volonté de l'UEFA de mettre à chaque fois les meilleurs matchs à 21h. Hein. Et on faut pas trop déconner non plus. Il y a toujours un gros qui est concerné. Merci messieurs pour cet épisode. On se retrouve donc dans l'épisode de demain pour parler de ces 3 rencontres. Ciao. Salut. Cordialement. Hop là. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.